C'est la commune de Paris. J'ai pas l'impression que ce nom dise grand-chose à un certain nombre d'entre vous. J'ai fait parfois l'expérience. Qui sait, Jules Vallès? On ne sait pas trop. Alors je me rends compte que c'est plus difficile d'intéresser un auditoire, et en plus qui est bien loin d'être exclusivement français, à un personnage comme Vallès. Quand je parle de Jeanne d'Arc, évidemment tout le monde sait de quoi il s'agit. Vallès, c'est autre chose. Eh bien, je vais commencer par une citation. Vallès était mort en février 1885, et il était à peine mort que le plus grand critique de l'époque, qui s'appelait Ferdinand Brunetière, avait fait dans la revue des Deux Mondes, c'était une revue très bien pensante, un article nécrologique. Eh bien, vous allez voir le genre de fleurs que Brunetière déposait sur ce cadavre à peine refroidi. C'était une nature foncièrement mauvaise, immorale et dangereuse, c'était un être infâme, c'était un forban. Là, vous avez compris tout de suite, c'était un forban parce que pour monsieur Brunetière, qui était un bien-pensant, ce Jules Vallès, qui avait été membre de la Commune de Paris en 1871, ne pouvait être qu'un homme à réprouver. Et c'est la participation de Vallès à la Commune qui fait que, aujourd'hui encore, ce très grand écrivain, je n'exagère pas, quelqu'un qui est, à mon avis, dans la première rangée des écrivains français du XIXe siècle, n'a pas aujourd'hui la place qu'il mériterait littérairement. Alors voici comment je vais construire mon exposé. Trois parties fort inégales. Une grande première partie, où je vais vous montrer la trajectoire de ce personnage avec les heures principales qui seront ces heures de la Commune, 1871. Une deuxième petite partie qui ne sera qu'une espèce de charnière, une transition, pour vous parler de l'écrivain, pour vous montrer que c'est un écrivain valable, comme on dit aujourd'hui. Et dans une dernière partie assez courte, j'essaierai, si je puis, de m'approcher de sa personnalité intérieure, enfin de sa identité substantielle. Alors allons-y. D'abord, ce Vallès, où est-ce qu'il se situe? Eh bien, en plein 19e siècle français. Il est même encadré par un homme comme Victor Hugo. Lorsqu'il va venir au monde, c'était au Puy. Vous savez, le Puy en Auvergne, en 1832. Victor Hugo a déjà 30 ans. Et il va trouver moyen de mourir avant Victor Hugo. Il est mort le 14 février 85 et Victor Hugo va mourir à la fin du mois de mai 1885. Physiquement, c'est pas un grand monsieur. Je veux dire qu'il est relativement petit. Ce qui frappe, c'est la puissance de sa carrure et c'est son teint. Cet homme qui était né en Auvergne, qui était un Français de France, donnait une impression d'Africain. Il avait le teint extrêmement bistre, ocre, si vous voulez. Mais ce qui frappait aussi beaucoup, c'était, paraît-il, sa barbe noire et ses cheveux noirs et ses yeux noirs. Tous les témoins disent qu'il y avait une espèce de lumière noire, comme du charbon brillant, dans les yeux de cet homme. Il était né donc au Puy, je vous l'ai dit, et il ne s'appelait pas Vallès, 2 L et accent grave S, comme il va signer. Son vrai nom est Vallée, 2 L E Z, et on ne prononçait pas le Z, Vallée. Son père était un instituteur pauvre, les instituteurs étaient très mal payés, et qui avait épousé une jeune fille pauvre, extrêmement pauvre, dont les parents étaient des paysans, il s'appelait Pascal, et les parents étaient analphabètes, je veux dire, ne savaient ni lire ni écrire. Elle savait un peu lire, un peu écrire, mais faisait beaucoup de fautes de français. J'ai vu le contrat de mariage qui a été publié dans l'unique thèse existante aujourd'hui sur Vallès, c'est une thèse d'un monsieur Gaston Gilles, publiée en 1941, et on voit dans ce contrat de mariage que mademoiselle Pascal apporte un dot sénip, c'est le mot qu'on employait, sénip, c'est vêtements, et la somme de 200 francs. 200 francs, c'est la dot de cette petite personne. Eh bien, monsieur Vallée va travailler beaucoup, il est instituteur, et quoique le métier soit lourd, il va essayer de préparer une licence pour accéder à un collège. Et en effet, il était instituteur au Puy, 11 ans plus tard ou 12 ans plus tard, il va être nommé dans un collège à Saint-Étienne, il va continuer à travailler. Il y a 41 ans, cet homme va arriver à passer une agrégation, l'agrégation la moins difficile, qui s'appelait l'agrégation de grammaire, ce qui lui permettra d'entrer dans un lycée, cette fois à Nantes. Vous voyez, le petit Jules Vallès va rester avec ses parents jusqu'à sa 12e année à peu près au Puy. Entre sa 11e, je crois, 11e et 13e année, il va être à Saint-Étienne, et après il sera à Nantes où le père est professeur. Quel est le climat de cette famille? Bien, c'est un climat difficile, en ce sens qu'ils sont très pauvres, ça, la femme avec ses 200 francs, le mari est un instituteur mal payé, et comme il arrive assez souvent, lorsque l'argent manque dans un ménage, les humeurs sont quelquefois mauvaises, si bien que on peut dire que monsieur et madame Vallès ne s'entendaient pas toujours bien.
Deuxièmement, ce qu'il faut savoir aussi, et si vous avez lu le meilleur livre de Vallès qui s'appelle L'Enfant, c'est que ses parents, qui n'étaient pas de méchants parents, croyaient, comme beaucoup de gens au XIXe siècle et surtout dans les campagnes, que le régime des coups, de la brutalité, quoi, des rossets, était nécessaire pour l'éducation des enfants. Dans L'Enfant, il en parle beaucoup, puis je voudrais vous apporter une citation qui m'a paru il n'y a pas tellement longtemps, en 1950, lorsqu'on a sorti les lettres de Vallès à un ami de la commune qui s'appelait Arthur Arnoux. Dans une de ses lettres, en souriant, il parle Arthur Arnoux des rossets que ses parents lui infligeaient quand il était petit, avec fait parler sa mère. T'as des vers, Jules. Tu prends pas ce que je t'ai donné pour tes vers. Ces vers, ils ont été le prétexte à 70 roulés. Dans l'intérêt de mon ventre, on me foutait des coups de pied dedans. Bon. Autre chose encore, dans ce climat de la famille, à peine est-il venu au monde en 1832, donc, que pendant plusieurs années, l'atmosphère du foyer est, si je puis dire, une atmosphère perpétuelle de grossesse, accouchement, enterrement. Car après cette naissance, 1832, il y a 4 naissances dans la famille et 3 morts sur les 4. Voici maintenant ce qui va lui arriver quand il a environ 11 ans, 12 ans, et quand les parents habitent Saint-Étienne. Il habitait, lui, une espèce de soupente tout en haut de la maison, et une nuit, il a entendu des cris. Alors, il est sorti de sa petite soupente en chemise, il a regardé sur la cage d'escalier, il a vu à l'entrée de la maison son père et sa mère qui échangeaient des propos très violents, qui se disputaient, et même la mère qui avait giflé le père, et le père qui avait répondu par une gifle à la mère. Vous comprenez que l'enfant est bouleversé. Et il entrevoit, il croit comprendre que la maman reproche au papa d'être allé voir une autre femme. Alors il va écrire « J'ai touché la vie avec mes doigts pleins d'encre ». Ça veut dire que j'étais encore qu'un gamin, que j'ai fait déjà une certaine découverte. Il dira aussi « J'ai gardé les yeux ouverts pendant que les autres enfants dormaient. J'ai suivi dans le ciel la lune ronde et sans regard comme une tête de fou. » Oui, ça a l'air de rien, cette phrase de la littérature, comme une tête de fou, mais conservez ça dans un coin de votre mémoire, parce que vous allez voir la suite. Si vous lisez L'Enfant, il raconte dans L'Enfant que, à côté de chez lui, à Nantes, semble-t-il, il y avait un autre professeur, un collègue de son père, qu'il appelle le père Bergougnard, professeur de grec, et dont ils disent que Père Bergougnard était célèbre dans le quartier parce qu'il avait une petite fille, et qu'il était devenu le bourreau de sa petite fille. C'était son souffre-douleur, quoi. Il battait la petite Louisette Bergougnard. Il paraît qu'il détachait même sa ceinture, ce M. Bergouillard, et qu'il frappait cet enfant pour les moindres pégadilles. Et qu'on entendait la gamine qui criait « Mal, mal, papa !» et le père qui continuait à taper. Elle criait, écrit Vallès, écoutez bien ça, elle criait, comme j'avais entendu une folle crier, un jour qu'elle avait vu dans le ciel quelqu'un qui voulait la tuer. Puis troisième phrase, je vais le dire lentement, quand son père s'approchait d'elle, son brin de raison tremblait dans sa tête d'ange. Là, c'est une invention. Il n'y a pas de Louisette Bergougnard, c'est Louisette Vallès. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 4 enfants qui étaient nés après lui, qu'un seul avait survécu, c'est cette petite Louise, qui était née en 1835, elle avait donc 3 ans de moins que lui. Et c'est vrai que le père, pour une raison qui m'échappe, était fou furieux contre cette gamine. Et quand Vallès dit que son brin de raison tremblait dans sa tête d'ange, c'est tellement vrai qu'à 20 ans juste, en 1855, cet enfant va devenir folle, il va falloir l'interner dans la maison de fous de Montredon, près du Puy, où elle mourra aliénée, folle, complètement folle, en 1859, donc elle avait 24 ans. Alors ce que je viens de vous dire grosso modo sur le climat de cette famille vous explique qu'il n'a pas besoin de tricher quand il nous dit « Oh, quand j'avais 14-15 ans, il m'arrivait souvent de rester 2 heures sur un banc, tout seul, comme un vieux, à remuer la poussière devant moi avec un bout de branche. Et c'est pas fini. Il a eu une peine extraordinaire à passer son bachot. Il était pourtant intelligent, pas toujours très travailleur, mais il avait le malheur de ne rien comprendre aux mathématiques. Alors 3 années de suite, il échoue pour les mathématiques au baccalauréat. Alors son père l'a envoyé à Paris parce qu'il l'a persuadé qu'à Paris il ferait peut-être de meilleures études. Nous sommes en 1850-51. Si vous vous rappelez un peu la politique française, la présidence de la République est occupée par Louis-Napoléon Bonaparte, qui, le 2 décembre 1851, va faire un coup de force et va renverser la République. Eh bien, le jeune Vallès, qui a 20 ans et qui est pas encore bachelier, descend dans la rue, se compromet, essaye avec un petit groupe de faire de la résistance républicaine, on va parler de lui, son nom sera même indiqué, il sera affiché par la police, et le père Vallée, qui est professeur à Nantes,
a affreusement peur, parce qu'après un coup d'État, vous savez, la police est sévère, il a affreusement peur pour son fils et pour sa propre situation. C'était le régime à ce moment-là de la loi Fallou, où les professeurs étaient étroitement contrôlés politiquement, et il se dit, on va m'accuser d'avoir mal élevé mon fils s'est mis très mal avec le gouvernement, alors Vallès raconte, il m'a fait revenir brusquement à Nantes, je suis revenu, et dès que je suis revenu, mon père m'a menacé de prison. Mais, dit-il, un collègue de mon père, plus crâne, et dont le fils s'était mis lui-même dans de mauvaises conditions, n'a pas hésité, ce collègue, à faire interner son enfant comme fou. Deuxième mensonge. Premier mensonge, c'était pour Louisette Bergougnard, qui était Louisette Vallée. Et deuxième mensonge, le voilà, c'est lui qui a été interné comme fou. Son père avait en effet pris peur, il s'est dit, on va me révoquer. Il s'est entendu avec le directeur des hospices de Nantes, qui était un ami, et il a été entendu qu'on ferait passer pour fou le fils Vallès, en disant, Vallée, je suis pas responsable de ce qu'il a fait, moi je l'ai élevé de mon nez, mais vous voyez, il est fou. Et du 2 janvier au 2 mars 1852, ce garçon qui va avoir 20 ans est dans un hospice de fou. Il y a de quoi le marquer, hein. Lorsqu'en 1879, il a publié son livre qui s'appelle L'Enfant, l'écrivain français Edmond de Goncourt, vous savez, le journal des Goncourt, dira quel odieux livre. Non, c'est pas mon avis, c'est pas un livre odieux. D'abord, vous savez qu'il ne dit pas je, c'est Jacques Vintras, soi-disant, qui raconte une histoire. Deuxièmement, son père et sa mère sont morts depuis longtemps à cette date, quand il publie. Troisièmement, il va cacher l'essentiel. Il va cacher l'histoire de la sœur, il va cacher le fait que c'est lui qui a été mis chez les fous. Et enfin, si vous lisez le bouquin, vous apercevrez qu'il n'y a pas de détestation du tout, il n'y a pas de détestation de ses parents. Il y a au contraire un respect. Comparez ça avec Jules Renard, d'un poil de carotte par exemple. Et on voit très bien que Jules Renard déteste sa mère, qu'il appelle Madame Lepi. Tandis que notre Vallée, il ne déteste pas ses parents. Simplement, il aurait voulu être un peu plus aimé quand il était enfant. Voilà, je voulais amener jusqu'à 20 ans, 21 ans, deuxième partie. Il dira dans son deuxième livre, qui s'appelle Le Bachelier, une phrase que l'on peut considérer peut-être comme excessive. Il dit « L'horrible été de ma jeunesse ». Est-ce que c'est de la littérature? Mais on va regarder de près. Et en vrai, que je vous dise, du moment que je parle sur lui, c'est que l'individu me plaît. Vous savez, je peux faire des livres hostiles, je l'ai fait contre Vigny, contre Benjamin Constant, mais je ne fais jamais une conférence sur quelqu'un qui n'aime pas. Mais en même temps, il faut dire la vérité. Et ce que je vais vous dire maintenant n'est pas tout à fait à l'honneur de Vallès. On regarde, hein, enfin. Il a fini par passer son baccalauréat, comme on dit aujourd'hui, par piston. Cet ami dont j'ai prononcé le nom tout à l'heure, qui s'appelait Arthur Arnoux, qui sera un de ses camarades à la commune, son père était professeur à la Sorbonne. Alors Arnoux va faire pression sur son père en disant, il y a le pauvre Vallès qui arrive jamais à passer son bachelier, tu pourrais être gentil, etc. C'est comme ça que, par intelligence, il va être bachelier. Qu'est-ce qu'il va faire comme métier? Son père, qui était cet homme courageux que j'ai décrit, qui était arrivé à 41 ans à force de travail, à être un professeur agrégé, aurait beaucoup voulu que son fils fit une brillante carrière universitaire. Il avait même rêvé pour lui d'entrer à l'école normale supérieure, il le voyait déjà professeur d'université. Mais notre Jules Vallée ne voulait absolument pas être professeur. Pourquoi? J'ai prononcé il y a un instant le nom de la loi Fallou, 1850, qui régentait l'université. Il faut savoir qu'elle est étroitement tenue et par l'Église d'une part et par la police d'autre part. Et il y a une lettre de Vallès où il dit être professeur. Pour avoir au-dessus de moi l'évêque, le préfet, le maire, les adjoints, monsieur le premier président, monsieur le procureur impérial, monsieur l'avocat impérial, monsieur le recteur, monsieur l'inspecteur, monsieur le proviseur, ça jamais. Bon, alors il ne sera pas professeur. Alors il dit à son père, je vais faire mon droit. Ça n'engageait pas grand-chose, il annonce à son père en lui demandant de l'argent, bien sûr, ce qu'il faut pour s'inscrire à la faculté des droits de Paris. En réalité, il ne fait pas de droit, et il se mêle à ses anciens camarades de la résistance républicaine pour préparer une opposition républicaine. Et en effet, ils vont préparer en 1853 un complot que l'histoire a enregistré, qu'on appelle le complot de l'Opéra Comique. Ils étaient environ une vingtaine d'étudiants qui avaient décidé de tuer, s'ils le pouvaient, l'empereur Napoléon III à la sortie de l'Opéra Comique. Et vous pensez bien que la police surveille ces étudiants, qu'on sait où ça unisse, que les cafés littéraires, cafés républicains sont truffés de mouches, c'est-à-dire d'observateurs policiers, si bien que le 16 juillet 1853, tous les jeunes gens sont arrêtés, fourrés en prison. Vallès en prison le 15 juillet. Les 16 juillet. Les camarades vont être chics. Et pour employer le langage policier qui s'impose, ils ne vont pas donner Vallès. Et ils vont dire, ah, vous vous êtes trompé.
En arrêtant Vallès, c'est un copain, c'est un camarade, mais il n'était pas dans le coup, il savait rien de notre projet. Si, il le savait. Et les camarades l'ont protégé, si bien qu'il va sortir de prison le 30 août, il est resté 1 mois et demi, bénéficiant d'un non-lieu. Mais le garçon qui sort de prison le 30 août 1853 n'est pas semblable à celui qui y est entré. En prison, il a réfléchi, il s'est dit tout de même, qu'est-ce que ça m'a rapporté de faire de l'opposition républicaine, enfin d'afficher les idées libérales, ça m'a rapporté d'être 2 mois chez les fous, 1 mois et demi en prison, je suis un imbécile, l'important c'est d'arriver. Et il va raconter dans le Bachelier, j'avais lu Balzac, Rubempré, Rastignac, des camarades, non, mais des camarades d'ambition, ces gars-là, dit-il. Les histoires de Rubempré et Rastignac m'avaient agrippé le cerveau. Alors le garçon qui sort de prison est résolu maintenant à essayer de se pousser dans le monde comme un petit arriviste. Il y a une lettre de lui qui a été révélée dans la thèse dont je vais parler en 1941, à une madame Voilquin, V-O-I-L-Q-U-I-N. Cette madame Voilquin, c'est une amie de la famille qu'ils avaient connue à Saint-Étienne, et elle était, comme on dit, la correspondante de Jules Vallès à Paris. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est en France, quand une famille où l'enfant est surveillé s'en va à l'extérieur, ben on demande à quelqu'un de surveiller un peu, puis de renseigner la famille. Alors madame Voilquin donnait quelquefois par gentillesse un peu d'argent à Jules Vallès, mais elle va transmettre au père une lettre qu'elle a reçue le 14 juillet 54, un an après la prison, et dont j'ai retenu 2 ou 3 phrases. Il lui raconte à madame Voilquin qu'il s'est fait faire un costume de soirée magnifique chez Comon. Comon, c'était le plus grand tailleur de l'époque. Costume qui coûtait les yeux de la tête. Naturellement, il les faisait à crédit en disant mon père, c'est professeur, vous verrez. Et avec ce costume, il s'était persuadé qu'il allait pouvoir se glisser dans les salons et que, élégant et bien costumé, il allait trouver des relations qui lui permettraient, Dieu sait comment, de se pousser dans le monde. Alors il écrit à madame Voilquin, grâce à mon costume, 2 ou 3 fois par semaine, je me mêle à la vie luxueuse et splendide des riches et des grands. Il y a cette expression, des riches et des grands, enfin, c'est un gamin qui parle. Mais mon père ne veut pas me payer mon costume. Je sais comment je vais pas les grands. Alors j'ai plus de costume, je suis pas dans le salon, alors c'est la fin de mon avenir. Madame Voilquin va, comme on dirait dans un langage brutal, elle va cafarder, c'est-à-dire qu'elle va transmettre cette lettre au père. Vous imaginez le coup que ça fait au père Vallée, qui est professeur difficilement là-bas à Nantes, qui envoie des mensualités à son fils, qui apprend brusquement que le fils ne fait pas son droit, mais se fait faire un costume chez Comment et qui va se mêler à la vie luxueuse des riches et des grands. Alors il stoppe, c'est fini, il lui coupe les vivres, il n'envoie plus rien, et Vallès se trouve sur le pavé. Il n'a aucune situation. Alors comment est-ce qu'il va vivre? Il a des choses misérables. Il va essayer de s'engager dans une maison de déménageurs à cause de ses épaules. Mais il va rapidement trouver que le piano c'est trop lourd. Il va dire ensuite qu'il a essayé de travailler dans une imprimerie. Je sais pas quoi faire, enfin il ne pouvait pas être correcteur de presse, c'est trop jeune. Pas linotype, ça n'existait pas, probablement grouilleux, ça il portait les morasses. Non, ça va pas non plus. Il arrive à se faire engager dans un journal, c'est la première fois qu'il va écrire, donc il filme, comme on dit, journal pour les établissements de bains de Paris, ça s'appelle la Naïade. Et il écrit des histoires lamentables. Ça ne rapporte rien. Mais comme il était quand même bachelier et qu'à ce moment-là, le baccalauréat conservait un certain prestige, il arrive, peut-être par les relations que son costume lui avait valu, à donner quelques leçons dans le monde. Leçons très mal payées. Alors il ne cachera pas, enfin on raconte ça dans le bachelier, qui vivait misérablement. La plupart du temps, je ne faisais, dit-il, qu'un seul repas par jour, et je me payais à midi une demi-portion de ragoût à 20 centimes, et je buvais du vin bleu dans des verres, qui, à force d'avoir été mordu par la ficine et le campèche, en avait le cul violet. Enfin, ça n'allait pas du tout. Le 8 avril 1857, il a donc 25 ans, 8 avril 57, son père meurt, brusquement, et dans des conditions terribles. Le père a abandonné la mère, et c'est un homme qui n'était pas sérieux. Il vivait à Rouen avec une maîtresse sous la loi Fallou, un professeur qui était une maîtresse dans une catastrophe, mais il avait arrangé les choses en mourant rapidement. Alors voilà, Vallès, qui brusquement n'a plus rien. Le père a fini par lui renvoyer quelque argent, rien. Il est employé à ce moment-là à la publicité d'une maison d'engrais. C'est un garçon qui gagne à peine sa vie, il a maintenant sa mère à sa charge, parce que cette époque-là, la veuve de quelqu'un, d'un professeur qui n'était pas agrégé depuis un certain nombre d'années, recevait une petite somme en tout et pour tout, pas une pension, hein. Alors Madame Vallée va recevoir 600 francs, mais c'est tout, 600 francs de l'État. Donc, il faut que Vallès s'entretienne. Et puis il y a la sœur, qui n'est pas morte encore, qui est à l'hospice des fous, et donc il faut payer l'entretien. Alors il est pris à la gorge. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est la chose la plus triste qu'il va faire, en effet. Voilà ce qu'il invente. Sa maison d'engrais estimait qu'il avait bien travaillé,
et on allait lui donner une gratification. Alors il a décidé d'employer cette gratification à se mettre d'accord avec un monsieur Dervin, qui était un agent de change, qui avait été chassé de la compagnie des agents de change pour je ne sais quelle malversation. Et il va demander à ce monsieur Dervin de faire un petit bouquin qu'on appellera L'Argent. C'est un titre qui sera repris plus tard par Zola, vous savez. Mais qui ne sera pas un roman, qui sera un manuel du boursier. Pour expliquer ce que c'est qu'une action, l'obligation, un point long terme, un point court terme, enfin, quelque chose de technique. Et lui, Vallès, fera quelques notes, fera une conclusion et surtout fera une introduction. Et cette introduction, il croit avoir trouvé une idée de génie. Il va en faire une lettre à monsieur Mirès, 4 juin 1857. Qu'est-ce que c'est que Mirès? C'est un nom tout à fait oublié aujourd'hui. Ben, Mirès, tiens, c'est intéressant à dire ici, c'était un juif genevois qui était monté sur Paris depuis quelques années et qui avait fait une fortune colossale, vraiment énorme, dans diverses spéculations, surtout les spéculations sur les chemins de fer. Mais ce monsieur Mirès avait beau être très riche, il n'était pas reçu dans la bonne société. Il y avait déjà de l'antisémitisme, il fallait être au moins Rothschild pour faire oublier ça et être reçu dans les salons. Alors Mirès desséchait d'être reçu dans la bonne société. Et le petit Vallée se dit, je vais faire un beau livre, L'Argent, avec une lettre à monsieur Mirès comme introduction. Cette lettre pourra, si je puis dire, lui servir de lettre d'introduction dans le monde. Un monsieur à qui a été dédié un livre, et un livre bien écrit, parce qu'il a bien s'appliquer, ça pourrait peut-être me valoir l'intérêt de ce monsieur qui peut-être me prendrait dans ses affaires. Je pourrais faire de la spéculation derrière moi. Eh bien, ce texte, sa fameuse lettre à M. Mirès, 4 juin 1857, oui, est une des choses les plus tristes qu'il ait jamais écrites. C'est très peu reproduit. J'ai la chance de posséder un de ces exemplaires introuvables de l'unique édition de ce bouquin, qu'il aura signé pas de son nom, par un ancien homme de lettres devenu homme de bourg. C'est une plaisanterie, un ancien homme de lettres, il avait juste écrit dans la naïade, et il desséchait d'être maintenant un homme de bourg. Ben, c'est un texte affreux à lire. Ce Vallès fait un reniement. Il dit, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais passionné par les idées de liberté, de fraternité, tout ça c'est de la blague. J'ai compris que tous ces gens-là ne sont que des menteurs. J'ai secoué de moi toutes ces illusions et j'ai maintenant les pieds sur terre. Et il explique que la seule chose intéressante, c'est de faire de l'argent. Et tout de suite, il va donner un exemple. Il va dire, mettez-les, comparer Voltaire et Rousseau. Voltaire, il est à l'œil, il est très drôle, il est plein d'entrain, il écrit bien. Pourquoi? Parce qu'il était riche. Rousseau est assommant, il est funèbre. Pourquoi? Parce qu'il était pauvre. Alors il explique que la pauvreté corrompt les forts, et corrompt les faibles et épuise les forts. Et on le voit qui jette la dérision sur les petites gens. Foin, dit-il aujourd'hui, on ne dit plus cette expression-là. Foin des ménages honnêtes, des petits ménages honnêtes, où la soupe cuit sur le poêle. Ben, c'était comme ça chez lui autrefois, hein. Foin maintenant des bons teneurs de livres, des employés fidèles, des professeurs à 1500 francs par an. C'est ce que mon père gagnait lorsqu'il faisait là. Tout ça lui paraît ridicule. Le temple des temps modernes, dit-il, c'est la bourse. Le grand homme du 19e siècle, c'est M. Guizot. Parce que Guizot avait dit, enrichissez-vous, et voici la phrase finale, faisons de l'argent morbleu pour venger le passé triste, pour faire le lendemain joyeux, de l'argent pour acheter de l'amour, des chevaux et des hommes. Pas signé, ça se reproduit dans le monde. Il attend. Il se dit, M. Mirès va être très honoré d'un écrit pareil, il va certainement au moins me remercier, probablement me demander de venir le voir et me prendre dans ses affaires. Rien du tout. Mirès ne fait pas semblant d'avoir reçu la lettre, parce que c'est un garçon imprudent, notre Vallès. Vous savez, il y a des choses qu'on pense, il y a des choses qu'on dit. Je pense que ce qu'a écrit M. Vallès correspond exactement à la pensée de M. Mirès. Mais c'est pas des choses qu'on peut imprimer, ça ne se dit pas, parce que c'est beaucoup trop nu. Alors Mirès se compromettrait en recevant le petit Vallès, si bien Vallès attend de semaine en semaine une invitation qui ne lui vient pas. Il s'est déshonoré pour rien. Pas complètement pour rien, parce que le bruit a couru dans Paris que ce texte, qui avait du talent, enfin qui était bien écrit, venait de ce monsieur inconnu qui s'appelait Vallès. Et le directeur du grand journal Le Figaro, qui s'appelait le Villemessant, de monsieur de Villemessant, convoque Vallès chez lui. Alors Villemessant lui dit, c'est vous qui avez écrit ce bouquin. Vallès dit, monsieur. Alors il dit, écoutez, je vais vous charger de la rubrique financière du Figaro. Alors Vallès prend peur et dit, vous savez, finance, moi, je ne suis pas très renseigné. Ah, mais je ne vous demande pas du tout, je vous demande pas des choses techniques, je vous demande des petites notes sur l'atmosphère, la finance, en fait, de la bourse, que vous fassiez quelque chose de pittoresque. Vallès dit parfait. Alors il est très content, il est bien payé, il fait 3, 4, 5, 6 articles. Et après le 6e, Villemessant lui, le convoque de nouveau, il dit, mais c'est toujours la même chose, écoutez mon garçon, vous ne changez pas. Et Vallès dit, mais qu'est-ce que je change? Vous m'avez dans un endroit, la bourse, et moi j'ai dit 6 fois
parce que je mange de la bourse, je ne peux que continuer. Alors merci, dit monsieur Villemessin, et voilà Vallès qui est congédié. Il retombe sur ses pieds parce qu'on était en train de lancer un hebdomadaire qui s'appelait Le Présent, avec de belles signatures. Il y avait Le Comte de Lille, il y avait Baudelaire, et le jeune Jules Vallès est inscrit dans la rédaction du Présent. Mais ça ne durera pas longtemps, et je me réserve de vous dire tout à l'heure, vous verrez pourquoi tout à l'heure, les raisons qui font qu'il ne va pas rester au Présent. Si bien que sa situation redevient ce qu'elle était auparavant, et qu'à 28 ans, le garçon qui a toujours pas de situation trouve je ne sais comment un tout petit emploi de fonctionnaire, il est expéditionnaire, je ne sais pas quoi c'est correct, expéditionnaire à la mairie de Vaugirard, avec 1200 francs par an. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, il disait flanc du professeur à 1500 francs, il est trop content d'avoir 1200 francs, ça lui fait 100 francs par mois. De quoi, dit-il, manger sur une nappe sans ordure et coucher dans un lit sans punaise. Bon, mais ça dure pas longtemps. En 1862, il a donc juste 30 ans, le voilà qui va, comme on dit, à Canossa. Vous voyez qu'il n'avait jamais voulu être professeur, en disant je ne veux pas avoir au-dessus de moi l'évêque, etc. Ben, il dit maintenant, après tout, ça serait peut-être pas mal d'être professeur, mais c'est tard à 30 ans. Il voudrait préparer une licence. Pour préparer une licence, il faut de l'argent, c'est encore plus coûteux à ce moment-là qu'aujourd'hui, il n'a pas d'argent du tout. Alors il va faire ce que font les pauvres quand ils préparent une licence, enfin je connais ça, c'est-à-dire qu'on essaye de se faire pion, vous savez, surveillant d'internat. Alors il demande un poste de surveillant d'internat à Paris, et lui dit, mais quelle ambition, monsieur, il faut commencer par la province. Le pauvre garçon, à 30 ans, est envoyé comme pion, surveillant d'internat au lycée de Caen. Au lycée de Caen, c'était un pays bien convenable, vous savez, qui écoutait ce qu'on disait de Paris, et il y avait un journal qui s'appelait Le Moniteur du Calvados. Si vous vous rappelez que le journal officiel à ce moment-là s'appelait Le Moniteur, vous pensez tout de suite que le Moniteur du Calvados était évidemment dans la bonne ligne. L'empereur Vallès, qui n'en est pas à un reniement près, et qui oublie qu'il a été jadis républicain, va faire des articles dans le Moniteur du Calvados pour bien se placer. Il y avait à ce moment-là quelqu'un dont on ne parle plus par bonheur aujourd'hui, mais qui avait de la réputation sous le Deuxième Empire, qui s'appelait Eugénie de Guérin. Peut-être connaissez-vous le nom de Maurice de Guérin, son frère, qui a écrit Le Centaure, qui est un des petits poètes, non sans mérite, du romantisme, mais il était orné ou affligé, comme vous voudrez, d'une sœur qui s'appelait Eugénie, et qui, elle, travaillait surtout pour la clientèle, comment dirais-je, enfin, des pensionnats religieux. Alors, voilà ce qu'il va faire. On avait réuni les lettres d'Eugénie de Guérin en volume. Il va faire un article dans le Moniteur du Calvados, où il dit que toute jeune fille bien élevée doit, en s'endormant, avoir sur sa table de nuit l'imitation de Jésus-Christ et les lettres de Eugénie de Guérin. Il mettait le paquet, quoi. Eh bien, ça sert à rien, parce qu'il va être très mal avec l'aumônier, c'est la fin de tout, être mal avec l'aumônier, et il est congédié. Alors, à 32 ans, voilà qu'il revient à Paris, qu'il retrouve sa petite situation d'expéditionnaire à la mairie de Vaugirard, on l'a augmenté, je sais pourquoi, il a maintenant 1500 francs par an, comme son père, il en est assez content, et il a 31 ans, et c'est l'année du déclic. C'est à partir de 31 ans que tout à coup, il va sortir. Pourquoi? Parce qu'il se trouve de nouveau à Paris, parce qu'il a repris quelques relations littéraires, et parce que Villemessin, directeur du Figaro, veut lancer un nouveau journal. Il sera directeur de 2 journaux. Le Figaro d'une part, L'Événement. Il s'est rappelé que ce garçon qu'il a employé un petit moment pour la chronique financière avait du talent, il le convoque, lui dit, je lance un nouveau journal, voulez-vous travailler chez moi? Tout de suite, dit Vallès. Feydeau, le vaudevilliste Feydeau, va lancer un journal qui ne durera pas, ça s'appelle L'Époque. Et il demande à Vallès, voulez-vous travailler ou voulez-vous travailler pour l'Époque? Bien sûr. Et le vieux Émile de Girardin, qui avait inventé la presse à 1 sou, qui avait lancé en 1836 un journal qui s'appelait La Presse, et qui avait fait une grande carrière dans le journalisme, se propose à ce moment-là de lancer un nouveau journal qui s'appelait La Liberté, et convoque également Vallès en disant, voulez-vous travailler chez moi? Vallès a maintenant trois rédactions. Il travaille à l'Événement, à l'Époque et à la Liberté, et il gagne beaucoup d'argent. Il va gagner jusqu'à 1500 francs par mois, ce qui à l'époque était une fortune. Un dessinateur qui sera célèbre sur la commune, qui s'appelle André Gilles, G-I-2-L, racontera dans ses souvenirs que vers 64, il avait rencontré Vallès, qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs années, sur les grands boulevards de Paris. Il y avait quelques années, il le voyait un peu clochard, et tout à coup, il avait vu un Vallès suprêmement élégant. Il le décrit même à ce moment-là. L'élégance masculine, c'était des redingotes extrêmement cintrées, avec toutes sortes de, de plis, en fait, de godets. Lui, cintré, godet. Bon. Il avait une canne tordue, ce qui était extrêmement talonneux, et il avait surtout un chapeau haut de forme. Ça, que les jeunes gens élégants portaient un chapeau de forme. Mais son chapeau à lui était un gibus d'une taille exceptionnelle. Alors Gilles, ça avait un peu blagué, lui dit, c'est bien beau, mais ton chapeau comme jamais trop haut pour un chapeau d'ambitieux. Et en effet, il faisait ce qu'il pouvait pour se faire remarquer, et comme il écrivait dans de bons journaux, eh bien il se remis encore plus. Par exemple, il disait, nous autres,
que menacent les fusils des déclassés. Ben, les fusils déclassés, c'est plus lui-même quand il avait tenu un fusil dans la résistance républicaine. Il parle de cette extrême gauche qui met sur les pavois un mort, qui s'appelait De Flotte, qui était un ami de Blanqui. Vous savez, Blanqui, c'était le révolutionnaire. Et De Flotte avait été tué du côté de l'armée Garibaldi, qui luttait contre les armées du pape. Alors on dit, bon, les extrémistes, ils ont leur De Flotte, mais nous avons nos morts, dit-il. Le lieutenant Pimodin. Alors je me suis renseigné, le lieutenant Pimodin, c'est en effet un officier français qui servait sous la Mauricière dans les oies pontificaux. Il faut donc savoir que notre Vallès, en 1865, brandissait le nom du lieutenant Pimodin qui est les oies pontificales pour dire ça, c'est mon ami. Girardin, vieux Girardin, lui avait dit Vallès, avec ce que vous avez dans le ventre, vous allez pouvoir faire une carrière extraordinaire, hein, mais attention, surveillez-vous, pas de politique. Parce que vous savez que Vallès venait d'un peu loin. Vallès se surveillait, il mettait, comme je vous l'ai dit, paquet, enfin il en remettait, mais il y avait en lui quelque chose qui n'était pas satisfait. Il dit, c'est même pas très bien ce que je fais. Je travaille, dira-t-il, pour une clientèle d'oisifs et d'heureux. J'ai ri, dira-t-il plus tard, j'ai ri au calembour de fils de famille, plus bêtes que des oies. J'ai fait la bouche en cul de foule quand il a raconté une bien bonne. Et alors, il lui arrive de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Tout à l'heure, je vous disais, pourquoi est-ce qu'il a été chassé du présent? Ben voilà pourquoi. C'était en 1857, et Cavaignac venait de mourir à ce moment-là. Eugène Cavaignac, c'était ce général qui, pendant les journées de juin 1848, avait ramené la canaille au chenil par des moyens appropriés, c'est-à-dire par la mitraille. Alors, il venait de mourir maintenant, en 1857. Et Vallès avait écrit un article extrêmement indécent, osant dire ceci, la mort n'est pas une excuse, et c'est pas parce que Cavaignac est mort que je ne vais pas dire la vérité sur lui, et il avait écrit un article affreux contre Cavaignac. Il avait été immédiatement chassé du président. En 1865, la franc-maçonnerie, il était franc-maçon. Le Grand Orient lui avait demandé une conférence sur Balzac. On avait pensé que c'était une conférence littéraire qui n'engagerait rien de dangereux, mais il avait trouvé le moyen de dire, lui, dans cette conférence, que si Balzac se présentait comme un conservateur, et se croyait lui-même royaliste, il suffisait de lire les tableaux qu'il avait fait de la société, et en particulier de la société financière, pour comprendre que volontairement ou involontairement, l'œuvre de Balzac était une œuvre révolutionnaire. Le ministre de l'Instruction publique, qui s'appelait Durny, qui avait naturellement des espions dans toutes les conférences de Paris, apprend ce qu'a dit Jules Vallès et lui interdit dorénavant de prendre la parole. Blanqui, le fameux révolutionnaire Blanqui, si on voulait parler de lui, dans la bonne presse, il fallait en parler d'un certain accent. Or, Vallès avait terminé un de ses articles en disant, d'un ton respectueux, et plus que respectueux, je ferai un jour ton portrait, oh Blanqui, une chose à ne pas faire. Et puis voilà qu'en 1864, 65 plutôt, il va parler de nouveau d'un général. Cette fois, c'était pas pour Cavaignac un général mort, mais un général vivant, ce qui est bien plus dangereux. Ce général s'appelait le général Youssouf. J'ai cherché dans la route ce que c'était. J'ai vu que ce général Youssouf, né à l'île d'Elbe, était un Italien. Ça m'étonne un peu. Un Italien qui s'appelle Youssouf, j'ai l'impression qu'il est plutôt de l'Afrique du Nord. Et alors Vallès s'était déchaîné contre Youssouf en disant, qu'est-ce que c'est que ce traître? C'est quelqu'un qui est venu d'Afrique du Nord pour passer du côté des envahisseurs français, pour tirer sur ses compatriotes. C'est juste ce qu'il fallait pas dire. Alors à ce moment-là, le général Youssouf prend une rage, envoie deux officiers de son état-major à M. Girardin, le patron, et exige que le journal La Liberté fasse des excuses et mette à la porte le rédacteur d'un article aussi inconvenant. Vallès est mis à la porte. La Liberté fait des excuses, et Girardin lui dit, vous avez prévenu mon garçon, vous êtes toqué. Et en effet, il est toqué parce qu'il a des ambitions. Réellement, il a des ambitions. Il est très content d'avoir 1500 francs par mois. Il commence à regarder du côté qui sait de l'Académie française. Enfin, quand on est raisonnable, qu'on veut vraiment faire une carrière, qu'on veut devenir un immortel à part entière, enfin, comme M. Gustave Feuillet, Georges Gennet, Henri Bordeaux, Daniel Rep, ben on n'écrit pas ce qu'il a écrit, lui. Figurez-vous qu'il écrit dans un article, la littérature futile, je veux dire académique. C'est fini, un homme qui écrit quelque chose comme ça, c'est pas possible. En autrement, il parle de ceux qui sont candidats à l'Académie française et qui, à la porte du Quai Conti, tirent le cordon en criant « Cordon, s'il vous plaît, pour entrer !» Il parle de ceux qui font campagne à l'Académie française avec un drapeau déteint et un veston retourné. Je sais de qui il parle. C'est péché impossible. Et en plus, on ne lance pas un journal comme il va le faire, qui s'appelle La Rue. Je vais demander un peu. Pourquoi pas le pavé? Ah, si ça avait été le boulevard, ça a été convenable. Mais le voilà maintenant qui est fiché, il est sur la liste noire. Il a 1 mois de prison en février 68, il a 2 mois de prison et 2000 francs d'amende en novembre 68, il est en train de se couler, quoi. Et aux élections de mai 1869, il fait la fin de tout. Il y avait des élections, donc, c'est vrai, au suffrage universel, que l'Empire dit libéral avait organisé.
Et depuis 1863, l'Empire, qui montrait qu'il était en effet très tolérant, laissait une opinion, une opposition de gauche se manifester. Cette opinion de gauche à Paris, c'était curieusement, c'était des Jules, comme lui du reste, Jules Favre, Jules Simon et Jules Ferry, et il avait parfaitement compris, Vallès, que ces messieurs gauche étaient d'une gauche extrêmement rose, enfin à peine teintée de rose, et que c'était des gens qui n'aimaient pas du tout le peuple. Alors, il va se présenter à gauche d'un candidat de gauche, ça ne s'était jamais vu, c'était une véritable offense. Déjà Jules Favre, qui va être du gouvernement de la défense nationale dont je vais vous parler bientôt, Jules Favre avait contre lui une opposition d'extrême gauche du polémiste Rochefort, et lui, Vallès, aux élections de mai 1869, décide de se présenter contre Jules Simon. C'est un véritable attentat. Jules Simon, c'était un pontife de la gauche, c'est un homme universellement respecté parce que c'est un grand spiritualiste. Il paraît qu'au cours de ses discours, Jules Simon, de temps en temps, s'arrêtait, gardait le silence, fermait les yeux pour recevoir directement l'inspiration du Saint-Esprit. En fait, c'était quelqu'un qu'il ne fallait absolument pas combattre. Et lui, Vallès, se présente contre Jules Simon comme candidat de la misère. Il sait très bien qu'il sera battu, mais c'est pour manifester une protestation. Je vous connais, vous, faux hommes de gauche, il y a au-dessus de vous des gens que vous exploitez. Il est battu, c'est entièrement entendu, mais cette fois son nom est définitivement rayé de la bonne société, et avec ce qu'il a fait en 1970-71, je comprends qu'il devienne pour M. Provincière un forbre. Alors regardons les grandes heures de Vallès, 70-71. La France, vous le savez peut-être, mon pays, déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. C'est une guerre surtout de politique intérieure. La France est persuadée, enfin le gouvernement est persuadé que l'invincibilité bien connue de l'armée française va faire de cette guerre un triomphe militaire, et comme le plébiscite qui avait eu lieu à Paris au mois de mai 1870 avait donné des résultats déplorables, puisque le régime avait été mis en minorité à Paris, dans les campagnes parfaites, enfin, les paysans analphabètes pour la plupart avaient voté comme disaient les notables, c'est-à-dire les châtelains, les ecclésiastiques, les médecins, mais à Paris, voici les chiffres, 183 000 non, 132 000 oui, 83 000 abstentions. C'est-à-dire que le régime était en très mauvaise position dans la capitale de la France. Alors autour de l'empereur, pas tellement lui, Napoléon III vieillissait, il avait peur d'une guerre, mais l'impératrice, qui se faisait du mauvais sang pour son fils, le prince impérial, en se disant papa est bien vieux, bien malade, et une pierre dans la vestie, enfin ça va pas tarder. Alors il va monter sur un trône chancelant. Tandis que si nous faisons une guerre et une guerre victorieuse, ça va redorer le trône et ça va l'affermir. Alors faisons la guerre. C'est pour ça que la France avait déclaré la guerre. Vallès appartenait dorénavant à l'extrême gauche, une extrême gauche qui n'avait guère de doctrine, en fait qui était opposée au gouvernement, et le jour où il y a une déclaration de guerre, le 19 juillet, Vallès va sur les boulevards avec un tout petit nombre, ils sont à peine 200, vous savez, pour faire une contre-manifestation. À bas la guerre, vive la paix. Ça a été très mal accueilli par l'opinion publique, même par l'opinion prolétarienne, parce que tout Paris est soulevé par une idée de guerre. À Berlin, vous savez, les Allemands, qu'il faut détruire. Il y a là une phrase de Victor Hugo que j'aime à citer parce qu'elle est très peu connue, sur la chair à canon amoureuse du canonnier. Là, c'est vrai. Les Français étaient surexcités, et quelqu'un qui leur parlait de paix à ce moment-là était un traître. La Vallès reçoit un coup de poing qui lui ensanglante la figure, c'est tout ce qu'il a recueilli de sa protestation contre la guerre. Mais, vous savez la suite, les troupes françaises sont presque tout de suite battues, des astres de verre, des chars de Frischwiller, et voici les forces prussiennes qui envahissent les sols nationaux. À ce moment-là, Vallès, et la plupart, on pourrait presque dire la totalité, de ses camarades d'extrême gauche, qui avaient été contre l'idée de la guerre, maintenant que le sol national est envahi, mettent entre parenthèses leurs hostilités politiques et sociales à l'égard du gouvernement en disant il faut défendre le sol national. Double réflexe, si vous voulez, le réflexe du Français qui défend sa terre natale, et le réflexe de l'homme de gauche qui défend une terre dont a jailli la révolution de 92 et 93. Alors comme maintenant on permet à tout le monde d'entrer dans la garde nationale, Jules Vallès entre dans la garde nationale pour participer à la défense de Paris, et il est même nommé chef de bataillon. Vous savez aussi que l'Empire va s'écrouler le 3 septembre, puisque Napoléon III est fait prisonnier à Sedan, 100 000 Français prisonniers, dont l'empereur, donc plus d'empereur à leur République, et quand les Parisiens crient « Vive la République » le 4 septembre 1870, ça a un double sens pour eux. République, d'abord au point de vue politique, c'est la liberté contre le despotisme de l'Empire, mais au sens national, ces Français qui crient République se souviennent de ce qu'on leur a dit au moins dans les livres sur 1792. Vous vous rappelez qu'en 1792, le sol français était envahi par les Austro-Prussiens, qu'en 1792, à la suite de la République, il y avait eu un élan national, il y aura Valmy, enfin il y aura le fait que les étrangers sont refoulés. Alors les Parisiens qui crient République acclament un gouvernement qui vient de se constituer et qui s'intitule Gouvernement de la Défense nationale.
Par qui est-il constitué, ce gouvernement? Il est constitué par l'opposition républicaine, ou dite républicaine de Paris. C'est-à-dire les Jules, dont je parlais tout à l'heure. Les Jules Favre, les Jules Simon, Jules Ferry, ornés, coiffés d'un Jules militaire qui s'appelait Jules Trochu. Et il crie défense nationale, alors que ce n'est pas du pamphlet, mais on m'accuse de faire du pamphlet. Vous savez, le pamphlet, c'est le nom que porte l'histoire lorsqu'elle n'est pas conforme. Eh bien, la vérité, c'est que ce gouvernement dit de la défense nationale, c'est un gouvernement de la défense sociale. Parce que ces Jules qui viennent de prendre le pouvoir sont des bourgeois, qui ont horriblement peur de ce mot de République. En le dépliant, on pourrait peut-être trouver l'idée socialiste à l'intérieur de la République, et ces gens qui sont infiniment attachés à la propriété ne veulent surtout pas qu'un gouvernement d'extrême gauche prenne l'initiative de la défense de Paris. Alors ils vont faire semblant de faire de la défense nationale pour se maintenir au pouvoir, mais pratiquement et tout de suite, le ministre des Affaires étrangères de ce nouveau gouvernement qui s'appelle Jules Favre va aller essayer de s'entendre avec le chancelier Bismarck, qui est à Ferrières, dans le château Rothschild, pour combiner avec lui un armistice. On présentera ça comme un armistice. En fait, un armistice à propos duquel on fera des élections à travers toute la France, et on est bien sûr du résultat des élections, parce que la paysannerie votera pour la paix, à savoir que les notables sont épouvantés par l'idée de la République, et qu'ils ne seront tranquilles que si les forces allemandes sont autour de Paris, avec leurs puissants canons braqués sur les faubourgs, qui tiendront en respect la canonne. Voici les dispositions réelles du gouvernement de la défense nationale. Je ne mens pas, je ne fabule pas, puisque le chef de ce gouvernement, qui s'appelle le général Trochu, écrira des mémoires qui ne seront publiées qu'après sa mort en 1896, et que noir sur blanc, avec un incroyable cynisme, même une fierté, le général Trochu dira « La situation était perdue socialement lorsque nous prîmes le pouvoir, mais nous sommes parvenus à empêcher le socialisme de prendre la défense nationale. » Bon, alors il ne fallait pas que le socialisme prenne la défense de Paris, il fallait en réalité que les Allemands gagnent le plus vite possible, afin, comme je vous le répète, que les structures économiques et sociales ne soient pas touchées. Vallès et la plupart des gars d'extrême gauche ne savent pas quelle est la position de ce gouvernement, ils y croient. Et Blanqui, le vieux révolutionnaire, va lancer un journal qui s'appelle « La patrie en danger », où il dit clairement « Nous refusons pour l'instant de nous préoccuper de politique et de sociologie, nous ne sommes que des Français qui essayons de nous défendre, et nous sommes totalement derrière ce gouvernement de la défense nationale, pourvu qu'il fasse de la défense nationale. » Mais dès le 15 septembre, le même Blanqui va écrire dans La patrie en danger « Le cœur se serre au soupçon d'un immense mensonge, parce qu'il se demande si ce gouvernement fait vraiment de la défense nationale. » Et je vais vous citer maintenant quelqu'un qui ne faisait pas de politique, mais qui avait les yeux ouverts. Le romancier Flaubert, qui dans une lettre privée le 11 octobre 1870, va dire « Ce qui est en train de se passer à Paris n'est qu'une abominable comédie. » Comédie de la part des chefs militaires qui ne veulent pas une victoire de la République, parce qu'ils sont tous bonapartistes, et qui pour rien au monde, dans leur langage, ne voudraient mettre leur épée au service de cette méprisable République, et comédie de la part du gouvernement civil dit de la défense nationale, et qui n'a qu'une idée, c'est la capitulation. Alors on va voir un incident extrêmement frappant auquel est mêlé Vallès, et qui en effet va ouvrir pas mal de regards. La théorie de l'état-major était que c'est pas la peine d'essayer de faire une offensive contre les troupes allemandes, elles sont fortifiées sur plusieurs kilomètres de profondeur, on va faire tuer des hommes en vain, on se cassera les dents et les reins dans une opération. Or, tous les critiques militaires, surtout les neutres, c'est fort intéressant de penser les neutres, le critique militaire anglais qui s'appelle Blankenberg, et critique militaire suisse qui s'appelle le colonel Lecomte, qui a fait en 1875 une analyse historique et critique de la guerre franco-allemande, tous sont d'accord devant cette évidence qu'il y avait à Paris environ 400 000 combattants, que les forces allemandes autour, puisque Metz s'était pas encore rendu, c'est le 28 octobre seulement, mais jusqu'au 28 octobre, les forces allemandes étaient 160 000 sur 80 km de périmètre. Par conséquent, les forces allemandes n'avaient aucune densité, et, disent ces deux critiques militaires, il suffisait d'une opération bien montée, avec 30 000 ou 40 000 hommes, pour enfoncer de la manière la plus certaine, la plus évidente, ces lignes allemandes. Mais l'état-major passait son temps à dire, on ne peut pas, on fera tuer des gens pour rien. Or voilà que, le 28 octobre, sans ordre, c'est vrai, désobéissant, 400 gardes nationaux, qui s'appelaient les volontaires de la presse, avaient monté eux tout seuls une offensive, pour voir. Ils s'étaient jetés sur Le Bourget, vous savez la petite localité de Le Bourget, et ils s'étaient emparés du Bourget. Ils avaient enfoncé les lignes allemandes. Jubilation dans Paris, Vallès, qui n'avait pas été du coup, se présente à la place, comme dit la place, c'était l'état-major, au Louvre, avec ses officiers du bataillon auquel il appartenait, en demandant « Je veux être envoyé là-bas pour aider mes camarades, puisqu'on vient d'obtenir pour la première fois un succès, il faut envoyer immédiatement des renforts. »
eh bien, la population parisienne va s'apercevoir que l'état-major refusera pendant 48 heures d'envoyer un seul fantassin, un seul cavalier, un seul artilleur, pas une pièce d'artillerie au Bourget, afin que les Allemands puissent concentrer là toutes leurs forces et reprendre le Bourget, ce qui montrera aux Parisiens que l'état-major a raison et qu'on ne peut rien faire contre les policiers allemands. Ça fait un scandale dans Paris. C'est le 30 octobre. Le 31 octobre, le gouvernement, avec M. Thiers, qui n'était pas du gouvernement mais qui était mandaté à l'extérieur, arrive avec une proposition de nouveau d'armistice, en disant c'est les neutres qui demandent un armistice. Du reste, il faut bien le faire, disait M. Thiers. Savez-vous que la garnison française de Metz, 170 000 hommes, a été obligée de se rendre à cause de la famine. Nous avons perdu notre dernière armée. Donc il faut faire un armistice. Eh bien, Paris ne marche pas. Et c'est pas seulement la gauche, vous savez, c'est la bourgeoisie de Paris elle-même qui s'insurge, en disant mais on nous a trompés, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, insurrection, l'hôtel de ville, siège du gouvernement, est envahi, Vallès est là, bien sûr, avec ses camarades d'extrême gauche, et c'est la première fois que va retentir pour de bon un mot qui avait commencé à se murmurer dès le début d'octobre, mais qu'on entend dans tout Paris ce jour-là, commune. Aujourd'hui, la commune, ça va d'un mot chargé de prestige et entouré d'éclairs. Mais qu'est-ce qui veut dire, pratiquement, la commune? Ça veut dire rien d'autre qu'une municipalité. Municipalité. Toutes les villes françaises avaient leur municipalité, sauf Paris. Le gouvernement ne pouvait pas permettre qu'à côté de lui, le gouvernement, il y a une autre force, élue par la population et par conséquent dangereuse, et qui représentait une rivalité. Alors on avait décidément refusé qu'il y ait une municipalité en Paris. Ce 31 octobre, la presque totalité de la foule parisienne dit, puisque le gouvernement visiblement ne fait pas son devoir, eh bien qu'on fasse des élections, qu'on choisisse un certain nombre de Parisiens, tant par arrondissement, ils seront 90, ils nous font une municipalité, et cette municipalité résolue à se battre contraindra bien les généraux à se battre, et s'ils ne veulent pas, eh bien on dira nous-mêmes, gardes nationaux, on se jettera sur les troupes allemandes. C'est probablement une folie, si vous voulez, mais enfin c'est ce qui se passe dans la matinée du 31 octobre où on croit que le gouvernement va être renversé. Mais le plus malin du gouvernement, qui s'appelait Jules Ferry, va dans l'après-midi retourner la situation, en envoyant des émissaires dans les quartiers un peu bourgeois de Paris, et en disant, vous bourgeois qui, ce matin, vous êtes laissés faire par la gauche parce qu'elle semble crier patriotisme, attention, qui est-ce qui appelle l'hôtel de ville en ce moment? Mais c'est l'extrême gauche, mais c'est Blanqui. Et Blanqui, c'était vrai. Blanqui, c'est un nom épouvantail. Peut-être que nous n'avons pas encore bien su faire notre métier, mais on va le faire mieux. En tout cas, ne laissez pas une municipalité rouge qui va dire à l'hôtel de ville. Si bien que les gens qui, les matins, avaient crié à bas le gouvernement, l'après-midi se disent, ah bon, mais attention, hein, on ne veut pas toute même municipalité socialiste, et ils vont abandonner le mouvement, si bien que le 31 au soir, la partie est gagnée, et les Parisiens sont condamnés à la capitulation. Vallès va essayer encore le 6 janvier, de signer avec 110 autres, avec 109 autres, il y a 110 noms, une affiche rouge. L'affiche rouge dit aux Parisiens, mais comprenez donc, vous l'avez déjà vu en 31 octobre, qu'on vous trompe, que ce gouvernement vous conduit à la capitulation. Ça se termine par place au peuple, place à la commune. C'est trop tard, le 6 janvier, les Parisiens depuis 3 mois ne mangent pas. Si, les riches mangeaient pas mal, mais les pauvres mangeaient effectivement, c'est vrai, du rat et du pain incomestible. Ils n'ont plus qu'une idée, c'est que le siège soit levé, qu'on puisse reprendre le travail, si bien que l'affiche n'a pas d'écho, et que le 28 janvier 1871, tranquillement, Jules Favre, annonçant la famine aux Parisiens, dit « Je suis bien obligé de rentrer la ville, parce que demain, les femmes et les enfants vont mourir de faim. » Vallès va lancer un journal. Je ne sais pas où il a trouvé les capitaux. Le 22 février 1870, il va lancer un journal qui s'appelle « Le Cri du Peuple ». Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la capitulation et le 22 février? Il s'est passé les élections. Les élections, 8 février, à Paris et en province, elles ont eu exactement le caractère qu'avait prévu le gouvernement et M. Thiers. Toute la paysannerie, bien conduite par les châtelains, va voter pour la cessation immédiate des hostilités, pour un régime d'ordre, mais à Paris, pas du tout. Si bien que cette chambre, qui comptait 650 députés à 500 députés royalistes, on n'a jamais vu une chambre aussi réactionnaire. Victor Hugo va écrire à ce moment-là la chambre introuvable et retrouvée, introuvable 1815. Et il dit que la chambre de 1871, c'est 1815 perfectionnée par 1851, c'est-à-dire la chambre qui avait suivi les élections, le coup d'État. Mais en face de cette masse formidable de royalistes, il y a la députation de Paris. Et il y a une chose extraordinaire, c'est que les quartiers bourgeois, les plus bourgeois de Paris, comme le 8e ou le 16e arrondissement, ont voté pour des gens de gauche et d'extrême gauche, non pas parce qu'ils étaient convertis brutalement au socialisme, mais parce que ces gens de gauche avaient dit la vérité depuis le début, c'était ceux qui avaient ouvert les yeux. Alors on a une députation parisienne absolument scandaleuse. Pensez que le premier élu, c'est le vieux socialiste Louis Blanc, élu par 250 000 voix dans Paris, que le deuxième élu, c'est ce Victor Hugo qui a été invraisemblable et horrible avec ses châtiments avec les misérables. Le troisième élu de Paris, c'est même pas un Français, c'est un Italien, c'est Garibaldi,
qui s'est déshonoré en luttant contre le pape et qui est maintenant l'élu de Paris. Et le quatrième, c'est Gambetta qui, lui, était le seul membre du gouvernement qui avait pris au sérieux la résistance, qui avait essayé de créer une résistance provinciale, et qui avait eu contre lui ce qu'on pourrait appeler la cinquième colonne de tous les notables. Et bien, il est quatrième élu de Paris. Qu'est-ce qu'il peut faire, les malheureux députés de Paris, devant une énorme majorité comme celle de Bordeaux, puisque c'est à Bordeaux que la Chambre s'est réunie, et qui est, elle, résolue à deux choses. Première chose, faire la paix à tout prix. Les Allemands demandent deux choses. Ils demandent l'Alsace, la Lorraine, c'est-à-dire Strasbourg et Metz. C'est entendu, c'est très triste d'être privé de deux provinces, mais qu'est-ce que c'est au prix d'une subversion sociale? Donc, vite, s'arranger avec les Allemands. Et deuxièmement, réduire Paris. C'est pas un mot que j'invente. Monsieur Thiers, chef du gouvernement, quand il passa dans une commission d'enquête le 21 août 1871, disait: je savais parfaitement que la double mission dont j'étais chargé, c'était de faire la paix et réduire Paris. Alors c'est là qu'il faut que je vous explique pour vous montrer ce que va faire Vallès. Pourquoi il fallait réduire Paris? Qu'est-ce qui est donc arrivé de si grave dans Paris? Pas seulement cette députation de gauche, mais le 8 août 1870, le 8 août, alors que c'est encore un gouvernement impérial, une mesure avait été prise qui était considérée par les honnêtes gens comme de la folie pure. Ce 8 août, le gouvernement, qui était un gouvernement militaire, c'était le duc ou comte, je sais pas, de Palikao, qui s'appelait cousin Montauban, en réalité le général cousin Montauban, devant l'imminence d'un siège de Paris, avait décidé le 8 août 1870 d'ouvrir la garde nationale à n'importe qui, c'est-à-dire de donner des fusils à quiconque voudrait entrer dans la garde nationale. Or, qu'est-ce que c'est que la garde nationale? Ben, il faut se reporter à la création. 15 juillet 1789, le 13 juillet 1789, la bourgeoisie parisienne avait donné des armes aux petites gens pour les lancer le lendemain contre la Bastille, pour faire reculer le roi, qui à ce moment-là est renvoyé Necker. Le roi va prendre peur, il va ramener Necker, mais dès le 15 juillet, la bourgeoisie parisienne se dit: c'est très dangereux ce que nous avons fait, bon, nous avons gagné en lançant les petites gens, il faut faire que ces petites gens gardent des fusils. Parce que qu'est-ce qu'ils pourront en faire? Peut-être qu'ils retourneront contre nous. Alors ce 15 juillet 1789, on avait payé 40 sous les fusils que les petites gens rendaient, on leur avait donné gratuitement des fusils, ils rendaient, on leur donnait 40 sous, quand à ce moment-là c'est une fortune, et surtout on avait créé ce que le marquis de Lafayette avait appelé la milice bourgeoise. Je te dis, ce mot est un peu uni, on va appeler ça garde nationale parce que c'est mieux, mais pour entrer dans la garde nationale, il fallait payer son uniforme. L'uniforme coûtait 80 francs, 80 livres, comme on disait, et un ouvrier à Paris gagnait 400 francs dans l'année. Par conséquent, on était tranquille, on allait être entre soi, entre jeunes de bonne compagnie, puisqu'aucun ouvrier ne pouvait payer 80 livres. Alors cette garde nationale, à travers tout le cours du XIXe siècle, n'avait jamais cessé d'être qu'une force supplétive au service de la bourgeoisie. Il y avait déjà la police, il y avait l'armée, et en plus il y avait des bourgeois armés pour porter main forte à ceux qui devaient défendre le système de la propriété. En 1848, en février, premier accroc, le gouvernement provisoire de Lamartine, la République, avait laissé armer les ouvriers, il fallait absolument les désarmer, on avait procédé aux moyens de Cavaignac et des journées de juin, qui avaient retiré ces armes aux prolétaires parisiens. Et c'est là où je tiens à vous apporter une phrase que je ne connaissais pas lorsque j'ai fait mon livre, qui ne m'est venu qu'après, au hasard d'une lecture. C'est une phrase de Maurice Barrès, l'écrivain de droite, vous savez, qui, dans Les Déracinés, en 1898, a écrit la phrase que voici, et que je vais vous dire lentement parce qu'elle va très loin: la première condition de la paix sociale est que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance. Alors comment voulez-vous que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance s'ils ont un fusil entre les mains? Ce scandale qui s'était renouvelé le 8 août 1870, il fallait maintenant absolument retirer ces 200 ou 300 000 fusils qui est dans les mains de ces prolétaires parisiens. Voilà ce que veut l'Assemblée de Bordeaux. Il faut, par la force, puisque les Allemands ne l'ont pas fait, on avait compté sur eux pour désarmer les Parisiens, et Bismarck lui dit: ah non, ça vous regarde, ça les Français, moi je ne me mêle pas de ça. Il faut maintenant retirer par la force les fusils aux prolétaires parisiens. Qu'est-ce qu'on va faire? Vallès, qui ne voit pas encore, il ne voit pas encore tout à fait ce qui se prépare du côté de Bordeaux, et qui défend ses idées, il appelle ça la République démocratique et sociale, ou plus exactement par une abréviation courante à ce moment-là, la sociale avec un S majuscule. Dans son journal, dit: la sociale arrive. Le premier article de lui était un article national, et non pas un article social. Et j'en ai appris une phrase, parce qu'elle est très intéressante. Vallès essaye d'expliquer aux Français ce qui s'est passé du point de vue national. Et dit: la France, c'est notre pays. Il est maintenant sur la croix, dit-il. Et jamais les clous n'ont été fournis par plus de Judas, ni enfoncés par plus de bourreaux. Si c'était pas du pamphlet, c'était de la photographie. Hein. Enfin, il va cesser de parler de ça, puisque c'est fini, c'est une page terminée, qu'on a perdu la guerre, et il va parler des questions sociales. Et il va dire, surtout, mais il y a moyen de s'entendre, on l'a bien vu, avec la classe bourgeoise elle-même,
quand le 31 octobre, les bourgeois de Paris avaient ouvert les yeux sur ce qui se passait, avaient compris que le gouvernement les trahissait, on doit pouvoir trouver maintenant, même dans la classe bourgeoise, des gens qui comprendront qu'il y a quelque chose à changer dans la structure économique et sociale, et qu'en particulier, il n'est pas admissible que les enfants ouvriers meurent comme ils meurent. Vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'était que la condition ouvrière vers 1870-71.